Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée, le bulletin d'information que nous ouvrons avec ce rappel, vous souvenez-vous, des accusations de corruption alors portées par des parlementaires du Parti démocratique sénégalais à l'encontre des juges du Conseil constitutionnel. Retenez que l'ancien chef de l'État, Macky Sall, était convaincu que ces accusations étaient fausses. C'est Abdoulatif Coulibaly qui le fait savoir devant le jury du dimanche. L'ancien secrétaire général du gouvernement explique que c'est Macky Sall lui-même qui le lui a confié de bouche à oreille. Au micro de Aïssata Ndiaye Fall, Abdoulatif Coulibaly pense que dans cette affaire, les institutions du pays ont tout bonnement été fragilisées. Nous l'écoutons. J'ai plus de préoccupation par rapport à ça. Parce que moi, je sais que cette accusation est fausse et a été colportée de toutes pièces. Toutes pièces. L'une des plus hautes personnalités du pays, on en a parlé, c'est exactement son point de vue. C'est qui la plus haute personnalité du pays? C'est Macky Sall. Oui. On en a parlé pendant longtemps, et au téléphone et dans son bureau. Le Conseil constitutionnel, il prend ses décisions comment? 7 juges qui se réunissent. Je vous dis, les 7 juges qui se réunissent, si vous lisez le rapport, vous l'avez lu dans la décision, c'est la vice-présidente du Conseil constitutionnel qui l'a écrit, qui recommande que Karim Wade, du fait du parjure, soit exclu. La vice-présidente du Conseil constitutionnel. Je ne parle pas des 2 magistrats qui ont. Et ils ont voté. Ils n'ont même pas voté. Ils ont pris la décision à l'unanimité. Ils ont publié. Donc c'est 2 personnes. 2 personnes. C'est même quand on est cohérent dans la vie, simplement, la cohérence et la logique d'une personne qui réfléchit ne peut pas conclure que c'est des magistrats qui ont été corrompus et baf, Karim Wade est sorti du... Comme c'est quand même... Parfois même dire des choses, c'est nous prendre pour des idiots, nous les Sénégalais. Bien. Alors, c'est pas vrai Y compris le président du Conseil constitutionnel a signé. Donc c'est un mépris affiché à l'égard des 5 autres magistrats. Et sur la question des fonds politiques, Abdoulatif Coulibaly remet en question les propos du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour lui, il est tout simplement impossible que le régime sortant ait épuisé ses ressources, car toujours, selon Abdoulatif Coulibaly, il y a une différence à faire entre trésor et budget. Suivant ces précisions, interrogé par Aïssata Ndiaye Fall. Le ministre des Finances a publié un document pour dire que l'exécution budgétaire est à 23% de l'ensemble des crédits du budget 2024. Je ne vois pas comment des recettes qui ne sont pas encore encaissées peuvent être dépensées. Je ne vois pas comment. Mais en réalité, il ne faut pas qu'on confonde ici la trésorerie et un budget. C'est différent. La trésorerie, c'est de l'argent à vue, déposé dans les comptes spéciaux, ou déposé dans le compte du trésor, ou déposé dans des banques pour le compte du trésor public. Mais un budget n'est pas de l'argent à vue. Ce sont des prévisions. Si c'est des prévisions, ça veut dire que le ministre des Finances a accepté d'anticiper sur les recettes, d'aller prendre tout pour payer. Je ne crois pas. Ça ne s'est jamais passé comme ça au Sénégal. Maintenant, pourquoi il l'a dit, c'est lui seul qui le sait. Moi, je ne sais pas. Un budget, c'est quoi? C'est les prévisions de recettes et des prévisions de dépenses. Ce qui était prévu dans le premier trimestre de l'année, c'est normal que le président de la République sortant consomme ces crédits-là. Et il les a consommés sans aucun doute. En revanche, dit qu'il a consommé les crédits jusqu'en décembre, le 31 décembre 2024, je crois franchement. Pendant ce temps, le mouvement Samm Suñu Gox demande aux autorités d'envoyer une mission d'audit à Ndofane. Cela concerne notamment la construction d'une voirie de 2,5 km qui indispose plus qu'elle ne règle les problèmes de mobilité, surtout en cette période d'hivernage, en brassard rouge pour démontrer leur mécontentement. Les jeunes ont dénoncé la façon dont cette route est construite. Suivant les précisions de Mohamed Dramé, il est membre du mouvement Samm Suñu Gox. Ces propos recueillis par Sékou Diallo. Nous sommes retrouvés aujourd'hui pour déplorer une situation qui sévit à Ndofane. Donc la population ndofanoise vit des difficultés majeures occasionnées par la situation de ces routes. C'est comme si nous sommes dans un marigot. La cause principale de cette situation en est que le marché, le projet de bitumage a été confié à une entreprise qui n'a respecté ni
les normes pour une route normale, aussi bien sur l'épaisseur que sur la largeur donc des routes. Malgré tout ça, nous avons constaté que cette même entreprise avait proposé une somme beaucoup plus élevée par rapport à d'autres entreprises qui ont de l'expérience par rapport à la construction des routes et qui avaient proposé moins cher, mais ils n'ont pas été choisis. Nous aimerions quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il y a aussi d'autres projets comme la canalisation des eaux qui devraient donc venir donc du marché pour être évacués en dehors de Ndofane. Et ce projet de canalisation a été déjà entamé, mais il s'est trouvé que ça a été changé. Au lieu donc de faire la canalisation, ils ont utilisé des tuyaux PVC pour l'évacuation des eaux. Aujourd'hui, cela crée des inondations donc aux riverains du marché et cette situation également est déplorable. Au-delà même de cette zone, il y a des zones où les eaux entrent même dans les maisons, entrent dans les salons et les cuisines des populations. Il y a les moustiques partout et nous interpellons l'État de nous envoyer des codes de contrôle pour qu'on puisse savoir là où se situe le blocage. D'autres jeunes, ceux de Canel, ont initié une journée de don de sang. C'est pour notamment répondre à cette demande importante de la banque de sang d'Ourossogui, regroupée au sein du mouvement MJK. Ils ont aussi mis à la disposition de la population démunie un lot important de moustiquaires pour lutter notamment contre les cas de paludisme dans la zone. Le compte rendu, c'est avec Amadou Mardialo. L'appel de la banque de sang de Ourossogui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Soucié de la pénurie de sang dans la majorité des structures sanitaires, le mouvement des jeunes de Canel a initié une journée de don de sang pour remplir les poches souvent négligées par la population. On a contacté les jeunes, comme par exemple le mouvement des jeunes de Canel, pour appuyer les districts sur les activités innovantes. C'est une activité qu'on doit pérenniser dans tout le département. Le district de Canel, c'est le plus grand district qui réfère au niveau de Ourossogui. Et les cas de référence sont des cas de référence extrêmes. Par exemple, les femmes, on doit opérer, les femmes anémies, les accidents. C'est pourquoi cette activité est très importante. Dans cette partie de la province du Damga, l'hivernage rime souvent avec certaines pathologies. En l'occurrence, le paludisme, un lot important de moustiquaires est mis à la disposition de certaines familles démunies. Aujourd'hui, le mouvement MJK est là pour le département de Canel. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser les populations, surtout nous sommes en période d'hivernage, sur certaines maladies comme le paludisme. Raison pour laquelle on a mis à la disposition de la population un lot important de moustiquaires pour lutter contre cette pathologie. Cette journée riche en activités est suivie d'une conférence de sensibilisation sur l'importance du don de sang dans la zone pour sauver des vies. Le mur de l'école Ndiarembe de Guédiawaye risque de s'effondrer. Conscients des enjeux, les jeunes se sont mobilisés pour ainsi entreprendre sa reconstruction. Les enseignants de l'établissement scolaire s'en félicitent et encouragent les jeunes à ce genre d'initiative communautaire. Les détails avec Mamadou Lamine Fati. Les jeunes de Ndiarem Lumamoulaye se sont mobilisés pour une initiative communautaire visant à reconstruire une partie du mur de l'école Ndiarembe, menacée de s'effondrer à tout moment. Cette action est coordonnée par Alexandre Sow, coordonnateur national du réseau des anciens enfants parrainés de plan international. Bon, nous tous nous savons qu'il y a des enfants qui sont tout le temps là et qui jouent à travers le mur. Et je pense qu'il y avait énormément de risques. Mais aussi le mur est à côté d'une route et qu'il y a les voitures parfois qui y garent. Et raison pour laquelle on a jugé nécessaire de le reconstruire. Mais aussi en collaboration, comme je l'ai dit tantôt, avec l'école, mais aussi avec le réseau des jeunes. Le réseau des jeunes qui se situe au niveau de la commune de Ndiarem Lumamoulaye. Parce que le danger était là et on a jugé nécessaire de le refaire. L'ambition des anciens enfants parrainés de plan international de Ndiarem Lumamoulaye est de s'engager activement dans le développement communautaire de leur localité. Parce qu'en tant que jeunes aussi, on a la prérogative de participer, d'apporter notre pierre à l'édifice, à tout ce qui se fait pour la communauté. Et je pense que c'est un peu ça, et c'est dans le cadre de ça, de l'engagement des jeunes. Le dévouement de ces jeunes de Ndiarem Lumamoulaye à la cause a été bien accueilli par les enseignants de l'école bénéficiaire. Monsieur Ndiaye, un des enseignants, se félicite de cette initiative salutaire. Donc depuis un certain temps, une partie du mur menaçait de s'effondrer. Donc aujourd'hui, c'est heureux de pouvoir compter sur des partenaires qui sont venus pour construire le mur. Parce que comme nous le savons,
ici, c'est une école élémentaire qui est fréquentée par des enfants. Et nous savons que le mur, non seulement nous sert de clôture pour la sécurisation de la cour, mais aussi, ça permet aussi de sécuriser l'école par rapport aux biens qui se trouvent à l'intérieur. Donc, vu l'implantation de l'école au milieu du quartier, donc c'est toujours heureux de pouvoir régler ce genre de problèmes. Parce qu'avec la vétusté de certains murs, donc aujourd'hui, si un partenaire vient nous appuyer pour la reconstruction du mur, donc nous sommes vraiment contents et nous vous en remercions infiniment. En donnant de leur temps et de leur énergie à la communauté, les anciens enfants parrainés de plan international de Ndiarème Limamoulaye démontrent leur engagement envers les actions de développement local. La reconstruction du mur de l'école Ndiarembé illustre parfaitement cet engagement et répond à une urgence de sécurité pour les élèves et le personnel de l'école. Parlons à présent des conséquences des fortes pluies de ces derniers jours à Sédhiou, précisément dans la partie nord du département de Bounkiling, j'y arrive. Des rizières débordées, des digues anti-sel inondées, sans compter l'accès difficile à certaines localités. Faisons le constat avec Ousmane Demba. Des vallées rizicoles transformées en cours d'eau, des digues anti-sel littéralement trempées, des voies d'accès entrecoupées dans certaines localités. Voilà le spectacle qui s'offre à Kandiomangana au lendemain des fortes pluies qui ont arrosé la région de Sédhiou. Les rizières sont pleines d'eau. Les femmes ne parviennent même pas à entrer. Les tracteurs ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. Entre deux villages, le Camboussema et le Campassa France, l'accès n'est pas favorable. Si vous regardez aussi de l'autre côté de Sindialon et notre village qui s'appelle Sanekunda, là-bas aussi il y a problème d'accès. Dans cette commune où tout est priorité, des populations déplorent la gestion du maire. C'est Paté Diaw, c'est lui que je dois indexer pour lui dire qu'il n'a jamais mis pied ni regardé ce qui se passe à Mangana. Responsable local du parti au pouvoir, Ousmane Sané interpelle les autorités du sommet sur une situation qui accentue le malaise général. Le Mangana a besoin surtout de l'aide, surtout de l'autre côté, entre Camboussema et Sindialon, et aussi Sindialon et Sanekunda. Située à quelques encablures de la frontière gambienne, enclavée et dépourvue d'infrastructures, la commune de Kandiomangana fait face à de multiples défis auxquels se greffe la problématique de la gestion des eaux pluviales. Et puis les résidents des 1700 logements des cités Almadies 2 à Rufisque suffoquent. En plus de l'absence de branchement d'eau courante et d'éclairage public, le promoteur Demba Diop Sy aurait hypothéqué les deux seuls espaces verts dont les cités disposent. Et bien sûr, selon les habitants, ils promettent d'user de tous les moyens à leur disposition pour avoir un cadre de vie sain. Suivant les précisions de Félix Mendy, le secrétaire général des habitants et propriétaires de la cité Almadies 2. Mais ce que nous voulons, c'est que personne n'y touche. C'est nous qui allons décider de ce que nous allons faire de ces espaces-là, parce qu'ils nous appartiennent. Ces espaces n'appartiennent pas à l'État. Ils nous appartiennent désormais, parce que c'est nous qui vivons ici. La sécurité, c'est nous qui la gérons, par nos propres moyens. On se cotise tous les mois pour gérer notre propre sécurité. L'assainissement, rien n'a été fait, ça a été fait par nous-mêmes. L'électricité, c'est nous-mêmes qui l'avons amenée ici. L'eau, c'est nous qui l'avons amenée ici également. Alors, c'est notre cité, nous la gérons comme nous l'entendons, en respectant bien sûr les textes de loi. Nous lançons d'abord ce qu'on appelle au chef de l'État, le premier magistrat de la ville, du pays, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, issu des impôts et domaines. Son premier ministre est issu des impôts et domaines. Ils connaissent ce terrain, ils connaissent ce dossier, ils connaissent le problème. Alors, c'est un appel que nous leur lançons, que le chef de l'État prenne ce qu'il doit prendre, que le Premier ministre prenne ce qu'il doit prendre et qu'il règle définitivement ce problème-là. Le syndicat des impôts et des domaines aurait signé un accord verbal avec ce promoteur véreux. Pour une chose aussi sérieuse, on ne peut pas faire un accord verbal. Alors, si accord verbal il y avait,
que cet accord soit cassé, purement et simplement, et qu'on passe à l'audit de Almadies 2. Et naturellement, nous avons tenté de joindre au téléphone le promoteur Dembo Diopsi, mais sans succès. Nous y reviendrons très certainement, ou probablement, dans nos prochaines éditions. Passation de service au Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Thiès, Serigne Bakelo succède donc à Chersal au poste donc de directeur de la structure. Les représentants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont salué les efforts du directeur sortant. Serigne Bakelo, de son côté, compte répondre ainsi aux besoins de la communauté universitaire. Nous l'écoutons au micro de Isidore Alexandre Sena. Je suis bien conscient et préparé des enjeux afférents à cette importante responsabilité. En effet, faut-il le rappeler, le CROUS est une institution universitaire, investie d'une mission sociale cruciale dont la seule finalité est d'offrir aux étudiants des conditions de vie meilleures et des conditions de travail propices à la réussite et à l'excellence. Cette mission, précisée de façon claire et exhaustive dans la loi numéro 2016-8 du 2 mars 2016 portant création des centres régionaux de Ziguinchor, de Bambey et de Thiès, se décline en 6 points. Premier point, assurer l'accueil, l'hébergement, la restauration, la prise en charge médicale et l'accompagnement social des étudiants. Promouvoir les activités culturelles et sportives. Troisièmement, aménager un cadre de vie propice et veiller à l'assainissement et à l'hygiène dans les cités universitaires. Quatrièmement, assurer la sécurisation des biens et des personnes dans les cités universitaires. Assurer la gestion des divers services dans les cités universitaires. Promouvoir le partenariat avec les organismes nationaux et internationaux poursuivant des missions similaires. M'inscrivant dans ce cadre législatif, mon objectif est de bâtir notre action sur les solides fondations que nous avons héritées et de continuer à innover pour répondre aux besoins changeants de notre communauté universitaire. Pour ce faire, nous nous engageons à prioriser la qualité et la disponibilité dans nos services, à promouvoir un environnement inclusif où chaque voix sera entendue et à renforcer nos partenariats stratégiques pour enrichir l'expérience estudiantine. La vision qui sous-tend cette démarche est d'offrir aux étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur de Thiès établis dans la région de Thiès des services sociaux de qualité, accessibles et adaptés à leurs besoins. Ainsi, et conformément aux orientations stratégiques du projet articulé autour du triptyque Djoub, Djoubal et Djoubanti, notre action s'inscrira autour de 4 axes. Premier axe, la digitalisation des processus de gestion et des services offerts aux étudiants. Deuxième axe, la promotion de l'action citoyenne par les étudiants et pour les étudiants. Ensuite, la mise en œuvre d'une approche inclusive et d'une politique RH incitative. Le développement de partenariats féconds et dynamiques au grand bénéfice du CROUST. En définitive, pour paraphraser la devise de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, mon action sera inscrite dans la voie de l'excellence. Celle-là qui doit inspirer et guider nos pas de tous les jours. Pour l'atteindre, je compte sur la qualité des ressources humaines disponibles. Parlons à présent du colloque mondial de la Tidjania prévu les 13, 14 et 15 décembre prochains à Dakar. 5000 participants provenant des 5 continents sont attendus. Au programme une série de conférences, d'ateliers et de sessions de discussion, entre autres thèmes. La paix, la sécurité, le développement durable, l'éducation et la promotion des valeurs islamiques dans un monde en mutation. Le comité d'organisation était en conférence de presse ce samedi après-midi, suivant les précisions de Abdelaziz Kébé, conférencier, au micro bien sûr de El Hadj Malick Cissé. Il y a tout récemment la cellule Zawiya Tijaniya avec Soknabi qui a organisé une réflexion à Paris sur le même sujet. Tcherno Madani, qu'Allah l'assiste, a organisé pendant les journées omariennes une réflexion sur ces mêmes défis. Mais mes amis qui sont dans ce comité ont compris que les réflexions localisées, partielles, parcellaires, ne répondent pas à la question globale.
des hommes et des femmes travaillant sur le sujet, mettant en place des instruments, des panels, des commissions pour que le rendez-vous soit couronné de succès par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Que tous nos pas soient raffermis sur les pas de Cheikh Ahmed al-Tijani Sharif al-Fatimi, sur les pas de Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin que le legs qui nous a été transmis par nos ancêtres ne soit pas perdu et que le flambeau ne soit pas éteint. Parlons à présent de la présidentielle aux États-Unis. Joe Biden, candidat à sa réélection, a annoncé cet après-midi qu'il se retirait de la course à la Maison-Blanche. Je crois qu'il est dans l'intérêt de mon parti et dans mon intérêt de me retirer et de me concentrer uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat, dit Joe Biden dans un communiqué. Cette annonce survient à moins de 4 mois du scrutin prévu le 5 novembre prochain. Un nouveau candidat du Parti démocrate doit le remplacer pour affronter son rival républicain. Joe Biden propose et soutient la candidature de Kamala Harris. Parlons de sport à présent avec le Sénégal qui a donc pris une sérieuse option pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique en Éthiopie. Bien sûr, on parle de beach soccer. Les hommes de Ngala Sylla sont allés s'imposer en Guinée pour le match aller sur le large score de 9-3. Une avance considérable pour les champions d'Afrique en titre qui viseront, une fois qualifiés, une 8e sacre. Et puis pour la Guinée, il faudra un miracle pour renverser ce score le dimanche prochain à Djamalai. Espérer une première qualification à une Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.